Les horreurs de la médecine médiévale. Les 4 humeurs, une erreur fatale. Imaginez-vous entrant dans une pièce sombre où un médecin médiéval, armé d'un couteau rouillé, déclare que votre mal de tête vient d'un excès de sang chaud et humide. Bienvenue dans l'histoire étrange de la médecine médiévale, où les remèdes étaient plus mortels que les maladies. Cette saga dévoile des pratiques si terrifiantes qu'elles feraient frémir n'importe qui. Aimez partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au cœur de la médecine médiévale se trouvait la théorie des 4 humeurs, héritée des Grecs anciens via les savants romains et islamiques. Selon cette croyance, documentée dans les écrits d'Hippocrate et de Galien, le corps humain était régi par 4 fluides vitaux, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. L'équilibre parfait de ces humeurs garantissait la santé. Leur déséquilibre causait maladie, folie ou mort. Les médecins médiévaux, comme ceux formés à l'université de Salerne, croyaient que la personnalité elle-même dépendait de l'humeur dominante. Trop de sang rendait sanguin, joyeux, mais impulsif. Trop de flegme faisait un phlegmatique, calme mais paresseux. La bile jaune créait des colériques, ambitieux mais colériques. La bile noire produisait des mélancoliques, artistes mais dépressifs. Cette théorie, selon l'historien Roy Porter, était plus qu'une science, c'était une vision du monde. Les médecins analysaient tout, aliments, saisons, alignements planétaires, pour déterminer l'état des humeurs. Un jour humide aggravait le flegme, trop de viande rouge enflammait le sang. Les manuels médicaux, comme le Regimen Sanitatis Salernitanum, regorgeaient de tableaux complexes liant les humeurs aux phases lunaires ou aux constellations. Questionner cette doctrine était une hérésie punie par l'exclusion des cercles savants. Pour rééquilibrer les humeurs, les médecins recouraient à des pratiques brutales, saignées, purges, vomissements provoqués. Un patient souffrant de fièvre était diagnostiqué comme ayant trop de sang et soumis à une saignée jusqu'à l'évanouissement. Selon les archives de l'hôpital de Saint-Barthélemy à Londres, certains patients perdaient jusqu'à 1 litre de sang en une séance, une pratique que les médecins considéraient comme un succès lorsqu'il s'effondrait. Imaginez un malade déjà affaibli regardant son sang couler dans un bol, tandis que le médecin sérieux consultait un calendrier lunaire pour décider quand arrêter. Les médecins croyaient sincèrement sauver des vies. Les universités comme celle de Paris formaient des générations de praticiens à ces théories, leur enseignant à diagnostiquer en observant la couleur de la peau, l'odeur de la sueur ou la posture du patient. Ces observations, bien que systématiques, reposaient sur une biologie erronée. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, montrent que la théorie des humeurs ignorait les véritables causes des maladies, comme les infections bactériennes, conduisant à des traitements inutiles et souvent mortels. Pourtant, cette foi absolue dans les humeurs reflétait l'ingéniosité humaine. Les médecins médiévaux, dépourvus de microscopes ou de chimie moderne, tentèrent d'expliquer le monde avec les outils disponibles. Leur rigueur, bien que mal orientée, était admirable. Mais pour les patients, chaque visite chez le médecin était une danse avec la mort. Les archives décrivent des enfants saignés, pour des rhumes des femmes enceintes purgées, pour des nausées et des vieillards affaiblis par des traitements censés les guérir. Si cette vision erronée vous a choqué, attendez de découvrir les saignées où le sang coulait jusqu'à l'évanouissement. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une pratique encore plus brutale, les saignées et les sangsues. Imaginez un médecin médiéval,
un bol de sang à la main, proclamant que votre fièvre disparaîtra si vous perdez encore un peu de votre liquide vital. Cette histoire étrange dévoile l'obsession macabre de la médecine médiévale pour les saignées, un remède universel plus mortel que la maladie elle-même, aimé partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. La saignée était le pilier de la médecine médiévale, pratiquée pour presque tous les maux des migraines aux fractures. Selon la théorie des 4 humeurs, documentée par des savants comme Galien, un excès de sang causait fièvre, colère ou folie. Pour rétablir l'équilibre, les médecins vidèrent leurs patients de leur sang, souvent jusqu'à l'évanouissement. Les archives de l'hôpital de Saint-Barthélemy à Londres décrivent des patients perdant jusqu'à 1 litre de sang en une séance, une pratique que les médecins considéraient comme réussie lorsque le malade s'effondrait. Imaginez une salle sombre, un couteau rouillé, entaillant une veine, le sang coulant dans un bol en cuivre, sous le regard satisfait du praticien. Les méthodes variaient. La technique la plus courante, appelée phlébotomie, consistait à couper les veines avec un couteau affûté, ou phlyme. Les médecins formés dans des universités comme Salerne ou Paris utilisaient des tableaux complexes pour déterminer où et combien couper, en fonction de l'âge, du sexe ou de la position de la lune. Selon l'historien Roy Porter, ces calculs, bien que méticuleux, reposaient sur des croyances erronées, ignorant la nécessité du sang pour la survie. Les patients affaiblis par la maladie devenaient encore plus vulnérables, certains mourant d'anémie ou d'infections causées par des outils non stérilisés. Une alternative populaire était la ventouse. Les médecins plaçaient des coupes de verre chauffées sur la peau, créant une succion pour attirer le sang à la surface avant de l'inciser. Les cicatrices rondes laissées par cette pratique, visibles sur des squelettes médiévaux étudiés par l'université de Cambridge, étaient considérées comme des marques de soins. Mais le summum de l'horreur était l'utilisation des sangsues. Ces créatures élevées dans des étangs spéciaux étaient appliquées sur la peau pour sucer le sang. Les médecins, comme ceux décrits dans le Regimen Sanitatis Salernitanum, croyaient que les sangsues ciblaient les humeurs corrompues avec précision. Certains gardaient des centaines de sangsues, les traitant comme des outils précieux. Les archives rapportent des patients couverts de dizaines de sangsues, leur peau gonflée par les morsures, tandis que les médecins observaient convaincus de leur génie. Personne n'était épargné. Les femmes enceintes, les enfants, les vieillards, même les blessés déjà en perte de sang, subissaient des saignées. Un cas célèbre analysé par l'historien John Waller concerne le roi Charles II d'Angleterre, victime d'un AVC en 1685. Ses médecins drainèrent un demi-litre de sang, appliquèrent des sangsues et provoquèrent vomissements et diarrhée, accélérant probablement sa mort. Ce traitement, loin d'être une aberration, était la norme enseignée dans toutes les écoles médicales d'Europe. Les analyses modernes, comme celle du docteur David Winker, montrent que les saignées aggravaient souvent les infections ou causaient des chocs hypovolémiques. Pourtant, les médecins médiévaux formés à la rigueur croyaient fermement en leur efficacité. Les patients terrifiés mais confiants se soumettaient espérant la guérison. Les archives décrivent des scènes où des malades pâles et tremblants remercièrent leurs médecins après une saignée, croyant leur faiblesse signe de progrès. Cette pratique, bien que brutale, reflétait l'ingéniosité désespérée d'une époque sans outils modernes. Les médecins dépourvus de connaissances sur la circulation sanguine, découverte par William Harvey en 1628, tentèrent de comprendre le corps humain avec des théories héritées des anciens.
cette foi aveugle selon Roy Porter, transforma les salles de soins en théâtre de souffrance, où la mort était souvent le seul soulagement. Si cette obsession pour le sang vous a horrifié, attendez de découvrir la pratique de percer des crânes sans anesthésie. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une horreur encore plus glaçante. Les crânes. Percer. De la folie. Et si votre médecin décidait de percer un trou dans votre crâne pour chasser un mal de tête? Bienvenue dans l'histoire étrange de la trépanation, une pratique médiévale où des chirurgiens sans anesthésie ouvraient le crâne des patients vivants. Cette saga dévoile une horreur qui défie l'imagination. Aimez, partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. La trépanation documentée dans les écrits de chirurgiens, comme Guy de Chauliac, était une procédure courante au Moyen-Âge pour traiter migraines, épilepsies, troubles mentaux ou blessures crâniennes. Basée sur la théorie des 4 humeurs, les médecins croyaient que des esprits malins ou des humeurs corrompues, piégées dans le crâne, causaient la souffrance. La solution: percer un trou pour libérer la pression. Les outils appelés trépans étaient des scies circulaires, dentelées, tournées à la main à travers la peau, le muscle et l'os. Sans anesthésie, les patients enduraient des heures d'agonie, leurs cris résonnant dans des salles non stériles. Imaginez un homme attaché à une table sentant la lame mordre son crâne, tandis que le chirurgien concentré consultait un manuel illustré. Les archives archéologiques, comme celles étudiées par l'université de Cambridge, montrent des crânes médiévaux avec des trous guéris, preuve que certains survivaient. Mais ces survivants vivaient avec des tissus cérébraux, exposés vulnérables aux infections ou aux convulsions. Les textes médicaux, comme le Chirurgia Magna, décrivent des instructions précises. Les migraines nécessitaient un trou près des tempes, la mélancolie au sommet du crâne. Certains patients recevaient plusieurs trous. En une seule séance, les chirurgiens croyant multiplier les chances de guérison. Ce qui rend cette pratique terrifiante, c'est son caractère routinier. Les manuscrits médiévaux, comme ceux de l'école de Salerne, décrivent de la trépanation comme une intervention banale, comparable à l'extraction d'une dent. Les nobles convaincus par la réputation des chirurgiens demandèrent parfois des trépanations préventives pour éviter la folie ou la possession démoniaque. Une chronique de 1370 rapporte qu'un seigneur français, souffrant de cauchemars, subit 3 trépanations en 1 an, chacune saluée comme un succès, malgré son état empirant. Selon l'historien Roy Porter, ces interventions, loin de guérir, aggravaient souvent les troubles, les trous, exposant le cerveau à des infections mortelles. Les patients, souvent conscients, vivaient un calvaire. Les récits décrivent des enfants trépanés pour des crises convulsives des femmes, pour des humeurs hystériques et même des vieillards pour des vertiges. Les chirurgiens formés dans des universités comme Paris ou Bologne suivaient des protocoles rigoureux, mais leur compréhension erronée du cerveau, qu'ils voyaient comme un réservoir d'humeur, rendait leurs efforts inutiles. Les analyses modernes, comme celle du Dr John Waller, montrent que la trépanation causait des dommages neurologiques irréversibles, transformant des patients en invalides ou en victimes de septicémie. Pourtant, les chirurgiens médiévaux étaient confiants. Les illustrations des manuels montrent des praticiens calmes, entourés d'assistants tenant des chandelles, tandis que le patient hurle. Cette foi, en la trépanation renforcée par des siècles de tradition, était inébranlable. Les archives de l'Hôtel-Dieu à Paris mentionnent des cas où des patients proches de la mort étaient trépanés en dernier recours, leur famille priant pour un miracle.
Ces interventions, selon l'historienne Carol Rowcliffe, reflétaient en une époque où la douleur était vue comme un chemin vers la guérison. La trépanation n'était pas réservée aux pauvres. Les riches, séduits par la réputation des chirurgiens, payaient des fortunes pour ces procédures. Une chronique de 1420 raconte qu'un noble anglais demanda une trépanation pour clarifier ses pensées, seulement pour mourir d'une infection une semaine plus tard. Ces tragédies, loin d'ébranler la foi en la pratique, étaient attribuées à la volonté divine. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'autorité des médecins, renforcée par leur statut universitaire, empêchait les patients de questionner ces traitements. Les survivants, marqués par des cicatrices visibles, étaient souvent ostracisés, leurs trous crâniens, perçus comme des signes de malédiction. Les récits populaires décrivent des hommes troués, errant dans les villages évités par peur du diable. Cette peur, selon Roy Porter, montre comment la médecine médiévale mêlait science et superstition, transformant les patients en parias. Imaginez un survivant la tête bandée, évitant les regards hantés par la douleur d'une opération censée le sauver. Si cette horreur vous a glacé le sang, attendez de découvrir une pratique encore plus répugnante, goûter l'urine pour diagnostiquer les maladies. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle un rituel médical qui défie toute logique. L'uroscopie, l'art dégoûtant du diagnostic. Imaginez un médecin médiéval, une fiole d'urine à la main, la goûtant avec sérieux pour diagnostiquer votre fièvre. Cette histoire étrange explore l'uroscopie, une pratique où les médecins croyaient déchiffrer les maladies dans la couleur, l'odeur et même le goût de l'urine. Aimer, partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. L'uroscopie décrite dans des textes comme le canon de la médecine d'Avicenne était le summum de la sophistication médicale au Moyen Âge. Les médecins utilisaient des fioles en verre appelées matulas pour collecter l'urine des patients qu'ils examinaient avec une précision rituelle. Selon l'historien Roy Porter, cette pratique enseignée dans les universités comme Salerne et Paris reposait sur la théorie des 4 humeurs. Chaque nuance d'urine révélait un déséquilibre clair pour un excès de flegme rouge foncé, pour trop de sang trouble, pour une bile corrompue. Les manuels, comme le Regimen Sanitatis, Salernitanum, contenaient des tableaux détaillant 20 teintes d'urine, chacune liée à une maladie spécifique. Mais l'analyse ne s'arrêtait pas à l'observation. Les médecins sentaient l'urine, notant des odeurs sucrées, putrides ou acides. Puis, dans un rituel qui horrifie aujourd'hui, ils la goûtaient. Une urine sucrée indiquait un diabète, amère des problèmes hépatiques, salé des troubles rénaux. Cette pratique, selon l'historienne Carol Rowcliffe, était considérée comme une science de pointe. Les médecins, formés pendant des années, se vantaient de diagnostiquer des maladies sans jamais voir le patient, uniquement en analysant des échantillons envoyés par messager. Imaginez un noble expédiant son urine à travers l'Europe, attendant un verdict d'un médecin célèbre à Bologne. L'uroscopie était entourée d'une aura de prestige. Les médecins brandissaient leurs matolas comme des trophées, les tenant à la lumière lors de consultations publiques pour impressionner les foules. Les archives de l'Hôtel-Dieu à Paris décrivent des médecins mélangeant l'urine avec du vin ou la chauffant pour observer les sédiments, croyant que la mousse ou les dépôts révélaient des secrets médicaux. Une chronique de 1380 rapporte un médecin londonien diagnostiquant une grossesse grâce à la clarté de l'urine, une affirmation accueillie avec admiration. Pourtant, les analyses modernes, comme celle du Dr John Waller, montrent que ces diagnostics étaient purement spéculatifs, sans fondement scientifique,
menant à des traitements erronés. Ce qui rend l'uroscopie particulièrement répugnante, c'est son caractère systématique. Les patients, riches ou pauvres, devaient en fournir des échantillons, souvent collectés dans des conditions insalubres. Les médecins, selon les récits, goûtaient l'urine sans hésiter, convaincus que leur palais était un outil diagnostique fiable. Les manuels médicaux décrivaient des profils de goût précis, certains médecins se spécialisant dans l'uroscopie, au point de bâtir leur réputation sur cette pratique. Les archives mentionnent un médecin parisien en 1420, facturant des honoraires exorbitants pour ses analyses d'urine, attirant des nobles de toute l'Europe. Cette obsession avait des conséquences tragiques. Les diagnostics basés sur l'urine menaient à des traitements brutaux, comme des saignées ou des purges, aggravant l'état des patients. Une chronique de 1350 raconte l'histoire d'une femme diagnostiquée avec un excès de bile à cause d'une urine trouble soumise à une purge si violente qu'elle mourut en quelques jours. Les médecins, selon Roy Porter, attribuaient ces échecs à la volonté divine, jamais à leur méthode. Imaginez une mère désespérée regardant un médecin goûter l'urine de son enfant malade, espérant un remède qui n'arriverait jamais. L'uroscopie reflétait la foi aveugle des médecins médiévaux. Formés dans des institutions prestigieuses, ils suivaient des protocoles rigoureux, consignés dans des textes comme ceux de Galien. Cette rigueur, bien que mal orientée, montre leur volonté de comprendre le corps humain. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'autorité des médecins, renforcée par leur statut, empêchait les patients de questionner ces pratiques. Les nobles fascinés par l'apparente science de l'uroscopie payaient des fortunes pour des diagnostics souvent absurdes. Les récits populaires amplifiaient le mythe. Les villageois, impressionnés par les fioles scintillantes, voyaient les médecins comme des magiciens. Pourtant, cette pratique, loin d'être anodine, contribuait à la mortalité élevée. Les archives hospitalières montrent que les patients déjà affaiblis succombaient souvent aux traitements prescrits à partir de ces analyses. Cette tragédie, selon Carol Rowcliffe, illustre une époque où la médecine, mêlée de superstition, transformait l'espoir en désespoir. Si cette pratique répugnante vous a choqué, attendez de découvrir les reliques saintes, où la foi remplaçait la science. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un monde où les eaux sacrées promettaient des miracles. Les reliques saintes et les miracles attendus. Imaginez un médecin médiéval vous prescrivant un pèlerinage pour toucher les os d'un saint, afin de guérir votre fièvre. Cette histoire étrange explore le monde des reliques saintes, où la médecine se mêlait de foi, transformant les patients en pèlerins désespérés. Aimez partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au Moyen-Âge, lorsque les saignées et les purges échouaient, ce qui était fréquent, les médecins se tournaient vers l'intervention divine. Les reliques saintes, fragments d'os, vêtements ou objets ayant appartenu à des saints étaient considérés comme des remèdes puissants. Selon l'historienne Carol Rowcliffe, cette pratique documentée dans les archives des monastères, comme l'abbaye de Saint-Denis, était intégrée à la médecine officielle. Les médecins formés à l'université de Paris ou de Salerne prescrivaient des pèlerinages vers des sanctuaires spécifiques, chaque sainte étant associée à une maladie sainte. Apolline pour les maux de dents, Sainte Lucie pour les troubles oculaires, Saint Vitus pour l'épilepsie. Ces prescriptions, rédigées comme des ordonnances médicales, incluaient des itinéraires précis et des rituels à suivre. Les reliques
étaient des trésors convoités. Les nobles payaient des fortunes pour toucher des fragments sacrés, croyant qu'un contact direct pouvait guérir. Les monastères, comme celui de Canterbury, vantaient leurs reliques, os de saint Thomas Becket ou couronne d'épines du Christ, attirant des foules de pèlerins. Une chronique de 1380 décrit un seigneur anglais voyageant 300 kilomètres pour dormir près d'une relique, espérant un rêve miraculeux pour guérir sa paralysie. Les archives hospitalières, comme celle de l'Hôtel-Dieu à Paris, rapportent des milliers de guérisons miraculeuses des aveugles, retrouvant la vue des paralytiques marchant à nouveau. Pourtant, selon Roy Porter, ces récits étaient souvent exagérés par les moines pour attirer des dons. Les rituels étaient complexes. Les patients jeûnaient, confessaient de leurs péchés, puis approchaient de la relique en chantant des prières spécifiques. Certaines reliques étaient appliquées directement sur les parties, malades d'autres dissoutes dans de l'eau que les patients buvaient. Une pratique courante consistait à dormir près du sanctuaire, espérant une vision divine. Les archives de l'abbaye de Saint-Denis mentionnent une femme buvant de l'eau, mêlée de poussière, de reliques, pour guérir une fièvre mourant peu après d'une infection. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, suggèrent que ces miracles étaient souvent des rémissions temporaires ou des effets placebo amplifiés par la ferveur religieuse. Ce qui rend cette pratique terrifiante, c'est son intégration dans la médecine savante. Les médecins collaboraient avec les moines rédigeant des prescriptions pour des pèlerinages comme pour des saignées. Les manuels médicaux, comme ceux de Guy de Chauliac, incluaient des chapitres sur les saintes à invoquer pour chaque maladie, traitant la foi comme une branche légitime de la médecine. Les nobles possédaient des collections privées de reliques véritables, armoires à pharmacie spirituelle, payant des sommes colossales pour des fragments douteux. Une chronique de 1400 rapporte un comte français achetant un prétendu os de Saint Jean-Baptiste, convaincu qu'il guérirait son fils épileptique. Le garçon mourut, mais le médecin attribua l'échec à un manque de foi. Les monastères rivalisaient pour acquérir les reliques les plus puissantes, menant parfois à des batailles juridiques. L'abbaye de Canterbury et celle de Glastonbury se disputèrent les véritables os de Becket, chacun revendiquant des miracles supérieurs. Cette compétition, selon Carol Rockcliffe, transformait la médecine en un marché où la foi des patients était exploitée. Imaginez un pèlerin épuisé dépensant ses dernières économies pour toucher un os, espérant un miracle qui ne viendrait jamais. Cette pratique reflétait une époque où science et superstition étaient indissociables. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'autorité des médecins et des moines renforcés par la religion empêchait les patients de douter. Les pauvres incapables d'accéder aux reliques coûteuses se tournaient vers des imitations vendues par des charlatans, aggravant leur désespoir. Les archives décrivent des foules de pèlerins mourant en chemin, épuisés par le voyage ou infectés par des maladies contractées dans les sanctuaires bondés. Pourtant, cette foi en les reliques montre une quête humaine, universelle, pour l'espoir. Les médecins médiévaux dépourvus de remèdes efficaces se tournaient vers le divin pour combler leurs lacunes. Les patients, confrontés à une médecine brutale, s'accrochaient à ses promesses de salut. Cette tragédie, selon Roy Porter, illustre une époque où l'espoir était souvent la seule médecine disponible, mais à un coût humain dévastateur. Si ces reliques vous ont troublé, attendez de découvrir les remèdes les plus répugnants de l'époque. La prochaine étape de cette histoire
étranges révèlent des potions qui défient l'imagination. Les remèdes répugnants. Imaginez un médecin médiéval vous prescrivant de manger des araignées vivantes ou de boire une potion à base de momies broyées pour guérir votre toux. Cette histoire étrange dévoile les remèdes médiévaux les plus répugnants où l'horreur surpassait souvent la maladie elle-même. Aimez partager et commenter pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Les pharmacies médiévales étaient des cabinets de curiosités macabres remplis d'ingrédients si bizarres qu'ils semblent tout droit sortis d'un cauchemar. Selon l'historien Roy Porter, ces remèdes, prescrits par des médecins formés dans des universités comme Salerne ou Bologne, étaient considérés comme des traitements de pointe. Parmi les plus prisés, la mumia, de la poudre de momies égyptiennes, importées à grand prix. Les médecins croyaient que les corps momifiés vieux de milliers d'années contenaient une force vitale, capable de guérir tous des maux de tête aux fractures. Les apothicaires, comme ceux décrits dans les archives de Londres, vendaient cette poudre à des nobles prêts à payer une fortune pour consommer des restes humains. Une chronique de 1450 rapporte un seigneur français saupoudrant de la mumia sur son pain pour renforcer son cœur, mourant peu après d'une infection intestinale. Les cornes de licorne, bien que fictives, étaient un autre remède prestigieux. Les apothicaires vendaient en des défenses de narval ou des cornes de rhinocéros comme des cornes de licorne, prétendant qu'elles neutralisaient les poisons et guérissaient la peste. Selon Carol Rawcliffe, les rois gardaient ces poudres dans des boîtes ornées, les ingérant comme mesure préventive. Les excréments humains frais ou vieillis étaient également prescrits. Une ordonnance de 1380 recommande de mélanger des fesses séchées avec du vin pour traiter la dysenterie, une ironie tragique car cela propageait souvent la maladie. Imaginez un patient désespéré avalant cette mixture sous le regard sérieux d'un médecin convaincu de son génie. Les animaux vivants jouaient un rôle surprenant. Les médecins prescrivaient d'inhaler le souffle de chèvre pour les problèmes respiratoires ou de manger le foie du chien ayant mordu un patient atteint de rage. Les épileptiques recevaient des chauves-souris vivantes à consommer tandis que les calculs rénaux étaient traités avec des hérissons broyés. Une chronique de l'Hôtel-Dieu à Paris décrit une femme forcée d'avaler des araignées enveloppées de beurre pour soigner des douleurs gastriques, son état empirant jusqu'à la mort. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, montrent que ces remèdes, loin de guérir, aggravaient souvent les infections en raison des conditions insalubres. Les parties humaines, provenant de criminels exécutés, étaient particulièrement prisées. Le sang frais des décapités était considéré comme un remède contre l'épilepsie, tandis que les crânes broyés soignaient prétendument les migraines. Les apothicaires, selon les archives, entretenaient des relations avec les bourreaux pour obtenir ces fragments, immédiatement après les exécutions publiques. Une pratique particulièrement étrange consistait à porter les testicules d'un castor autour du cou pour calmer l'hystérie. Les médecins prescrivaient aussi des perles broyées, mélangées à de la poussière, plumeille d'or pour les problèmes cardiaques, réservés aux riches en raison de leur coût exorbitant. Ces remèdes consignés dans des manuels, comme le Chirurgia Magna de Guy de Chauliac, étaient administrés avec une confiance absolue. Les médecins, formés pendant des années, voyaient ces prescriptions comme des avancées scientifiques. Les patients, terrifiés, mais soumis à l'autorité médicale, obéissaient espérant un miracle. Imaginez une mère regardant son enfant malade, avaler une potion de sang humain, convaincue par un médecin que c'était sa seule chance de survie.
Les archives hospitalières, comme celle de Saint-Barthélemy à Londres, rapportent des cas où ces remèdes entraînaient des empoisonnements ou des infections fatales attribuées à la volonté divine. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que l'autorité des médecins, renforcée par leur statut universitaire, empêchait les patients de questionner ces pratiques. Cette foi aveugle, selon Roy Porter, reflétait une époque où la science et la superstition étaient indissociables. Les apothicaires prospérant grâce à ces remèdes coûteux transformaient la médecine en un commerce lucratif, exploitant la désespérance des malades. Pourtant, ces pratiques montrent une quête humaine désespérée pour comprendre et guérir. Les médecins médiévaux, dépourvus de connaissances modernes, tentèrent d'apporter du sens à un monde chaotique. Leur échec tragique pour les patients illustre la fragilité des savoirs de l'époque. Les récits populaires, amplifiant l'aura des médecins, décrivaient leurs potions comme des élixirs magiques, même lorsque les résultats étaient mortels. Si ces remèdes vous ont horrifié, attendez de découvrir comment ces pratiques influencèrent la médecine moderne. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un héritage aussi surprenant que troublant. L'héritage tordu de la médecine médiévale. Et si les pratiques médicales médiévales, aussi horrifiantes soient-elles, avaient façonné la médecine moderne, cette histoire étrange explore comment les erreurs brutales du Moyen-Âge ont laissé une empreinte durable, mêlant superstition et progrès scientifique. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les pratiques médiévales, saignée, trépanation, uroscopie, reliques saintes, semblent aujourd'hui absurdes, mais elles ont jeté les bases d'une médecine plus rigoureuse. Selon l'historien Roy Porter, les médecins médiévaux, malgré leurs théories erronées, ont développé une approche systématique, observation, diagnostic, traitement. Leurs méthodes, bien que mortelles, étaient consignées dans des manuels, comme le Chirurgia Magna de Guy de Chauliac, qui devinrent des références pour les générations futures. Les universités comme celle de Salerne et Paris ont instauré une tradition d'enseignement médical posant les fondations des écoles modernes. Imaginez un étudiant médiéval penché sur un texte d'Avicenne, apprenant à goûter l'urine, ignorant qu'il contribuait à une lente évolution vers la science. Pourtant, l'héritage immédiat fut tragique. Les archives hospitalières, comme celle de l'Hôtel-Dieu à Paris, montrent des taux de mortalité élevés exacerbés par des traitements comme les saignées qui affaiblissent les patients face aux infections. Une chronique de 1400 décrit une épidémie de peste à Londres, où les saignées appliquées à grande échelle tuèrent plus que la maladie elle-même. Les analyses modernes, comme celle du Dr John Waller, estiment que des pratiques comme la trépanation, causant des infections cérébrales, ont contribué à des décès inutiles. Les patients soumis à l'autorité des médecins vivaient dans une peur constante, leurs espoirs brisés par des remèdes inefficaces. L'influence culturelle de ces pratiques perdura. Les récits populaires, amplifiés par les chroniqueurs, dépeignaient les médecins comme des figures quasi magiques, capables de miracles ou de désastres. Une légende de 1450 raconte l'histoire d'un médecin français, accusé de sorcellerie, après une trépanation ratée brûlée vif par une foule en colère. Selon Carol Rawcliffe, ces histoires reflètent la tension entre la foi en la médecine et la terreur qu'elle inspirait. Les villageois fascinés mais terrifiés évitèrent parfois les médecins, préférant des guérisseurs locaux, souvent tout aussi inefficaces. Les reliques saintes intégrées à la médecine laissèrent un héritage spirituel. Les monastères, comme celui de Canterbury, prospéraient
grâce au pèlerinage transformant la santé en un commerce sacré. Cette fusion de foi et de médecine, selon Roy Porter, influença les premières pharmacies où les apothicaires vendèrent des remèdes aux côtés d'amulettes religieuses. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent dès que l'autorité des médecins et des moines, renforcée par la religion, créait une soumission aveugle, empêchant les patients de remettre en question des pratiques mortelles. Certaines pratiques médiévales survécurent étonnamment longtemps. La saignée resta courante jusqu'au XIXe siècle, utilisée pour traiter des maladies comme la tuberculose. La trépanation, bien que rare, fut pratiquée en Europe jusqu'au début du XXe siècle, souvent dans des asiles pour libérer les patients de la folie. L'uroscopie persista dans certaines écoles médicales, jusqu'à l'invention des tests de laboratoire modernes. Selon l'historien David Wootton, cette persistance montre à quel point les théories erronées ancrées dans la tradition étaient difficiles à déraciner. Les erreurs médiévales ont aussi accéléré le progrès. La frustration face aux échecs des saignées et des purges poussa des penseurs comme Paracelse au XVIe siècle à remettre en question la théorie des humeurs. Ces critiques, bien que marginales à l'époque, ouvrirent la voie à la révolution scientifique. Les observations méticuleuses des médecins médiévaux, même erronées, inspirèrent des méthodes plus rigoureuses. Les archives de l'Université de Bologne montrent des débats précoces sur l'efficacité des traitements prémices d'une approche expérimentale. Pourtant, l'héritage humain fut dévastateur. Les patients victimes de ces pratiques étaient souvent des oubliés de l'histoire. Les archives mentionnent des enfants morts après des saignées des femmes, succombant à des purges violentes, des nobles ruinés par des pèlerinages inutiles. Imaginez une mère regardant son enfant saigner jusqu'à l'évanouissement, espérant un miracle qui ne viendrait jamais. Ces tragédies, selon Carol Rowcliffe, rappellent la vulnérabilité des patients face à une médecine qui promettait plus qu'elle ne pouvait offrir. Cet héritage tordu montre une humanité en quête de réponse, même au prix de l'horreur. Les médecins médiévaux, avec leurs outils rouillés et leurs potions macabres, croyaient sincèrement sauver des vies. Leur échec analysé par des historiens comme Roy Porter nous rappelle la fragilité des savoirs humains et l'importance de remettre en question les certitudes. Si cet héritage vous a troublé, attendez de découvrir comment ces pratiques façonnèrent des légendes durables. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un monde où la médecine devint mythe. Le mythe macabre de la médecine médiévale. Et si les horreurs de la médecine médiévale vivaient encore dans les récits et les cauchemars d'aujourd'hui. Cette histoire étrange dévoile comment les pratiques brutales du Moyen-Âge des crânes, percés aux potions de momies, se sont transformées en légendes qui hantent notre imaginaire. Aimez, partagez et commentez pour révéler les secrets de l'histoire étrange. La médecine médiévale, avec ses saignées mortelles, ses trépanations et ses reliques saintes, devint une source de fascination et d'effroi. Les chroniqueurs, comme ceux de l'abbaye de Canterbury, transformèrent les médecins en figures mythiques, tantôt sorciers, tantôt saints. Une légende de 1420 raconte l'histoire d'un médecin français, accusé d'avoir libéré des démons en trépanant un patient, son nom maudit dans les villages pendant des générations. Selon l'historienne Carol Rowcliffe, ces récits, amplifiés par la peur populaire, donnèrent naissance à des contes où des médecins manipulèrent des forces occultes, inspirant des figures comme le docteur Faustus. Dans la culture populaire, les pratiques médicales médiévales prirent des formes effrayantes. Les récits recueillis par Marina Warner décrivent des personnages de contes, comme des sorcières concoctant des potions
à base de sang ou d'os qui rappellent les remèdes à base de momies ou de crânes humains. Ces histoires transmises dans les marchés de Londres ou de Paris transformèrent les médecins en alchimistes sinistres, capables de guérir ou de tuer d'un seul geste. Imaginez un enfant du XVIIe siècle frissonnant en écoutant un conte où un médecin goûte l'urine d'un patient pour invoquer un miracle seulement pour le condamner à une mort atroce. Les lieux associés à la médecine médiévale devinrent des foyers de légende. Les ruines de l'Hôtel-Dieu à Paris ou de l'hôpital de Saint-Barthélemy à Londres sont encore aujourd'hui entourées de récits de fantômes. Les guides touristiques modernes racontent des histoires de murmures dans les couloirs, attribuées aux âmes des patients morts sous des traitements brutaux. Une chronique de 1500 mentionne des villageois évitant un ancien hôpital, convaincus que les hommes troués, survivants de trépanation, y errènent comme des spectres. Ces récits, selon l'historien Jonathan Clements, montrent comment la médecine médiévale, mêlée de superstition, devint une source de terreur durable. L'impact psychologique de ces pratiques persista. Les analyses modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, suggèrent que la soumission des patients à l'autorité médicale créa une culture de peur où remettre en question un médecin était impensable. Cette dynamique, selon Roy Porter, influença la perception des médecins pendant des siècles oscillants entre admiration et méfiance. Les nobles dépensant des fortunes pour des reliques ou des potions de licorne contribuèrent à un marché médical qui préfigure les industries pharmaceutiques modernes, mais à un coût humain effroyable. L'héritage scientifique, bien que tordu, fut significatif. Les échecs des médecins médiévaux, comme les saignées massives lors des épidémies, poussèrent des penseurs, comme Paracelse, à rejeter la théorie des humeurs. Ces critiques, selon David Wootton, ouvrirent la voie à la révolution scientifique du XVIIe siècle, menant à des découvertes comme la circulation sanguine par William Harvey. Les observations méticuleuses des médecins médiévaux, bien que basées sur des théories erronées, inspirèrent une méthode plus empirique. Les archives de l'Université de Bologne montrent des débats précoces sur l'efficacité des traitements prémices de la médecine moderne. Pourtant, les victimes restent les ombres de cette histoire. Les archives mentionnent des enfants, des femmes, des pauvres morts sous des traitements brutaux, leurs noms effacés par l'histoire. Une chronique de 1390 décrit une jeune fille trépanée pour des convulsions, succombant à une infection sous les yeux de sa famille. Ces tragédies, selon Carol Rawcliffe, rappellent la vulnérabilité des patients face à une médecine qui promettait des miracles, mais livrait souvent la mort. Imaginez une mère pleurant son enfant saigné jusqu'à l'évanouissement, tandis que le médecin impassible consultait un tableau d'humeur. Le mythe de la médecine médiévale vit encore dans notre fascination pour l'horreur. Films, livres et séries modernes, comme ceux analysés par Marina Warner, s'inspirent de ces pratiques pour créer des récits de médecins fous ou de remèdes macabres. La question demeure combien d'autres vérités historiques furent déformées par la peur et la superstition. Cette histoire étrange, avec ses crânes percés et ses potions répugnantes, nous rappelle que même les erreurs les plus terribles peuvent façonner l'avenir. Si cette saga vous a horrifié et fasciné, partagez-la pour révéler ces secrets oubliés. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants de l'histoire.